Vous savez, d'abord, Kubrick, dans les entretiens, ne parle pas de ça. C'est-à-dire, pas Ouais. vraiment. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un C'est qui... jamais directement. Voilà, c'est pas quelqu'un qui pense à son œuvre, au sens d'un artiste européen qui a l'impression qu'il poursuit un certain nombre de thèmes, qu'il approfondit le thème du précédent, qui compare ses propres films, qui se cite. Non, Kubrick pense à son œuvre, c'est certain, il y attache une très grande importance, mais à chaque film particulier. C'est-à-dire qu'il se concentre sur chaque film pose un certain nombre de problèmes, d'écriture de scénario, quel sujet choisir. Pour lui, c'est la chose principale, c'est le sujet. Trouver un sujet qui l'excite, qui pense qu'il peut intéresser le public. Ensuite, c'est l'écriture du scénario, c'est retrouver les articulations du récit, amener le récit à un point d'intérêt pour le spectateur. Bon, ensuite, il y a tous les problèmes du tournage, le choix des comédiens, le choix de la place de la caméra à tel endroit, puis ensuite le montage. Mais ce sont des problèmes, au fond, des problèmes d'artisans. C'est-à-dire, c'est des problèmes de lumière, de plastique, de couleur. Et par rapport... On l'a vu d'ailleurs à travers le sujet, ce côté artisan. Oui, Oui, et je crois que d'ailleurs la plupart des grands artistes, c'est comme cela. Bien sûr, quand on les pousse un peu, ils veulent bien faire un effort, ils veulent parler de philosophie, etc. Mais je crois que c'est pas... Tout est dans l'image et tout est dans le film. Ils n'ont pas tellement envie en tout cas, lui n'a pas envie d'expliquer beaucoup. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui réfléchit, il réfléchit profondément sur ses films. Mais je pense que c'est aux critiques de dire ce qu'est The Shining et la signification de Shining par rapport aux autres films de Kubrick. En tout cas, Kubrick s'y refusera. Et ça, je crois que ça vient d'un aspect qui caractérise, j'ai remarqué, beaucoup de cinéastes d'origine d'Europe centrale, peut-être parce que Freud lui-même vient d'Europe centrale, c'est qu'ils détestent tout ce qui a l'air d'être de la psychanalyse. Ils ont peur que s'ils se mettent eux-mêmes à s'analyser, ça va les paralyser dans leur démarche créatrice. Je crois que beaucoup de grands artistes ont très peur quand ils n'aiment pas même lire ce qu'on écrit sur eux parce qu'ils ont peur que ça les bloque. ce livre sur Kubrick, ce qui est quand même très frappant, il y a beaucoup d'illustrations, je le disais tout à l'heure, mais vous l'avez construit un petit peu comme un film, hein, comme un regard, à travers ces photos. Oui, parce que je n'avais jamais pensé que... J'ai fait d'autres livres, mais pour Kubrick, c'est un peu idiot de dire ça parce que tous les cinéastes sont des gens d'image. Alors tous les livres de cinéma devraient être des livres d'image, mais je crois que particulièrement pour Kubrick, j'aurais dit la même chose de Fellini d'ailleurs, ça me semblait insensé de faire un ouvrage qui ne soit pas très illustré parce que c'est tout de même quelqu'un qui est très visuel et qui, d'ailleurs il le dit, et ça c'est une chose qui le préoccupe beaucoup, il a une grande fascination pour le cinéma muet. Et non pas qu'il regrette le cinéma muet, parce que ça n'a pas de sens, c'est un homme qui avance et qui donc ne veut pas revenir sur une époque révolue, mais il pense que le cinéma a perdu beaucoup en devenant parlant, et il essaye d'intégrer les conquêtes du son, les conquêtes de la parole, mais de retrouver le pouvoir de l'imaginaire du cinéma muet, qui justement fait rêver les spectateurs, et leur permet d'avoir beaucoup plus de lecture possible d'un film que le dialogue qui réduit la signification. Et ça, je crois que ça se voit dans tous ces films. L'idée, par exemple, du labyrinthe à la fin est une idée visuelle extraordinaire qui n'est pas dans le livre. Et ce sont, je crois, des idées comme ça qui font que les films de Kubrick, évidemment, passent toutes les frontières et s'adressent à un public cosmopolite et de tous les pays du monde, et de toutes les classes sociales, et de toutes les religions, de toutes les races. Enfin, c'est un cinéma qui touche l'universel, je crois. Quand on sait que les deux passions de Kubrick sont les échecs au départ, je veux dire, et la photo, ça explique quand même pas mal de choses dans sa construction, notamment cette passion pour les échecs dans sa construction des films, non? Oui, je crois que comme tous les grands cinéastes, il a l'art de l'espace et l'art du temps. C'est-à-dire qu'il faut savoir composer l'image, c'est le photographe, et puis il faut savoir développer dans le temps un récit, c'est l'art des échecs, ou l'art du jazz, parce que c'est aussi un batteur de jazz. Donc c'est ces deux... certains cinéastes sont avant tout des plasticiens, ils n'ont pas de sens dynamique. D'autres cinéastes ont un grand sens dynamique, mais ils n'ont pas le sens de l'image. Et les très grands cinéastes ont le sens des deux. Je crois que c'est ça qui les caractérise. Comment vous analysez Shining, que vous aimez, inutile de le préciser, ça serait superflu. Comment vous le ressentez? Et quel est le rapport entre Shining et, disons, peut-être presque une autobiographie personnelle Kubrick? En allant un peu loin, bien sûr. Non, je ne crois pas qu'on puisse parler du tout de... Non, je pense que... Le labyrinthe, c'est quand même Kubrick. Oui, le labyrinthe, c'est Kubrick. Je crois qu'il y a une chose qu'on remarque, et sa fille qui a fait le film a hérité cela de son père, c'est que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les travelling, qui aime beaucoup les grands mouvements d'appareil. Les mouvements d'appareil, c'est la destinée. C'est-à-dire, c'est la destinée, c'est aussi le labyrinthe. C'est à la fois une sorte de vide, on tourne en rond, et en même temps, on est pris dans un engrenage et dans une sorte de fatalité. C'est un cinéaste très pessimiste. En même temps, je crois que ce qui est intéressant dans Shining, c'est que ça nous donne une idée de Kubrick qu'on a un peu oublié. Peut-être que les gens se concentrent sur Dr. Folamour, sur Orange Mécanique ou sur l'Odyssée de l'espace, sur des projets futuristes avec des paraboles politiques, alors qu'il y a chez Kubrick tout un grand intérêt pour les rapports entre des personnages. Dans Lolita, par exemple, dans Barry Lyndon et dans Shining. C'est un aspect beaucoup plus intime. Et je crois que ce film, ça appartient à la veine intime de Kubrick, c'est-à-dire
les rapports terribles entre le père et le fils, à l'intérieur du couple, ces rapports d'autodestruction. Je crois que Roland Jacquard, qui est un spécialiste de Freud et de psychanalyse, saura très bien en parler. Mais c'est ça qui est fascinant, c'est le côté, si vous voulez, moi si j'avais à le rattacher aux autres films de Kubrick, je dirais que tous les films de Kubrick, au fond, traitent du même sujet. Et en même temps, ils sont tous très très différents les uns des autres. C'est-à-dire c'est un grand sujet, c'est peut-être un peu prétentieux, c'est le rapport entre la vie consciente et la vie inconsciente. Est-ce un film fantastique au sens noble du terme? C'est un film fantastique. Oui. Mais je crois que si vous voulez, dans les films de Kubrick, il y a toujours une surface de civilisation, tout a l'air calme. Oui. Barry Lyndon, c'est le XVIIIe siècle. Oui. 2001, c'est des machines parfaites. N'est-ce pas? L'armée de 14-18, une armée très disciplinée. Ultime Razzia, voilà. Tout doit fonctionner. Tout fonctionne. Et c'est pour ça que le XVIIIe siècle, c'est son époque. C'est une époque de très grande civilisation, de très grande harmonie, de très grande culture, de très grande rationalité. Et en dessous, il y a l'irrationnel, il y a les pulsions, il y a la violence, il y a le côté animal de l'homme. C'est le rapport vraiment entre la vie consciente et la vie inconsciente. Et dans tous ces films, il y a cela, et à la fin, ça explose, et ça fait irruption, que ce soit dans l'histoire ou dans la vie privée.